la musique et vous. Conseils concrets pour apprendre la musique à tout âge. Cette nécessité de devenir, on va nous obséder avec cette idée de devoir devenir. On va nous obséder à un tel point que jusqu'à aujourd'hui, on est absolument obsédé par la nécessité de devenir parce qu'on n'arrête pas de nous dire « ça serait quand même mieux si tu faisais pas ceci ou si tu faisais cela, etc. » On n'arrête pas de nous dire qu'on serait mieux si on changeait, si on devenait. Et cette nécessité de devenir pour nos enfants, ça les met dans un état de panique parce qu'il s'avère que lorsque l'on est tellement obsédé par la nécessité de devenir, on n'a plus le temps d'être. Or, nos enfants, c'est ce qu'ils voudraient être, sans nécessité de devenir, de devoir changer, de devoir dormir plus ou faire ceci ou faire cela. Et cet enfant blessé, nous le portons tous en nous. Et pourquoi ? Parce que l'enfant ne fait pas la différence entre la personne et l'opinion, entre lui et l'opinion qu'on a de lui. Et ça se laisse expliquer aussi assez facilement, c'est pas difficile. L'enfant, lui, il a parfaitement conscience de l'infini de ses potentiels. Il sait qu'il peut tout devenir et tout apprendre. D'ailleurs, écoutez les enfants faire la liste de ce qu'ils ont l'intention de devenir. Vous allez croire que c'est naïf, non pas du tout. C'est la véracité de leur ressenti par rapport à leur capacité à tout devenir et à tout apprendre. Le problème, c'est qu'on devient comme on nous voit. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. C'est soit une catastrophe, soit une grande chance. Les yeux qu'on a posés sur nous lorsque nous étions enfants définissent aujourd'hui encore de quels yeux nous nous voyons nous-mêmes aujourd'hui. L'enfant a parfaitement conscience, je disais, de son infini potentiel, 100%. Et de l'autre côté, il y a l'opinion du monde qui lui dit 0. Encore 0. Si tu te donnes du mal, ça va évoluer. Mais ça, là, la discrépance, l'arrachement, le déchirement entre les deux opinions est une énorme souffrance pour l'enfant, parce que ça le déchire. Alors il faut qu'il trouve une solution. Il faut qu'il puisse rétablir l'équilibre entre les deux opinions, la sienne et celle des autres. Alors il va devoir changer quelque chose. Comme il ne peut pas modifier l'opinion des autres, il va s'attaquer à la seule chose qu'il peut modifier, c'est-à-dire sa propre opinion lui-même. Et c'est ainsi qu'on commence tous très tôt à modifier notre opinion de nous-mêmes et à la ramener au point d'équilibre par rapport à l'opinion des autres. C'est ainsi que nous commençons à penser de nous-mêmes ce que les autres pensent de nous. Et c'est ainsi que certains parmi nous vont se mettre à penser « je suis nul en maths » ou « j'ai jamais compris ci » ou « jamais compris ça » ou « je suis pas fait pour parler en public » ou la musique et moi, ça fait deux. Et toutes ces choses-là que plein d'entre nous portent en eux, comme autant de petits cadavres et de petits échecs. Vous n'étiez pas fait pour ça. Tout ça, c'est pas vrai. Ça, c'est le regard des autres qui est devenu notre propre regard. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il n'était pas assez dramatique, il s'avère que ce regard posé sur nous, qui a défini comment nous nous voyons encore aujourd'hui, ce regard définit également de quel regard nous regardons aujourd'hui, quel regard nous posons aujourd'hui sur nos enfants. Et ça c'est une catastrophe. Il faut qu'on en ait conscience. Et c'est de ça, de cet enfant blessé que je voulais parler. Parce que cet enfant blessé en chacun de nous, cet enfant blessé sur la terre, il ne voulait en réalité entendre qu'une chose, qu'une seule chose. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Plus exactement, c'est parce que tu es comme tu es que je t'aime. C'est ça qu'il voulait entendre, l'enfant en nous. Cette motion de censure avec l'enfance, envers l'enfance, elle atterrit finalement dans notre escarcelle. Ça veut dire, je ne fais pas confiance à l'enfant, et comme on a tous cet enfant blessé en nous, et comme on a tous été un enfant et qu'on l'est encore, je ne fais pas confiance à moi, et puis je ne fais pas confiance à mon propre désir de jouer. On essaye toujours de le cacher, de le dissimuler. Je suis en train d'installer le train électrique de mon fils.
Donc on est toujours obligé de le justifier. Hein. D'ailleurs, un jeu d'enfant, c'est rarement considéré comme un compliment. Parce qu'on peut interrompre un jeu d'enfant, hein, à volonté, on en reparlera encore. Et donc, alors que la neurobiologie, j'ai l'extrême chance de travailler avec de nombreux scientifiques, on sera amené à en parler tout à l'heure, la neurobiologie dont je parlais bien avant que ce ne soit tellement à la mode depuis peu, la neurobiologie nous dit que justement, le jeu est l'outil d'apprentissage par excellence, il n'en a jamais été inventé de meilleur. Et on en est tous équipés en série. Imaginez, on est tous venus au monde équipés du meilleur dispositif d'apprentissage qui ait jamais été inventé, le jeu. Et de plus, on est équipé d'un irrésistible penchant pour cet outil, pour le jeu. Voilà qui est un bel appel à la confiance, je trouve. Hein. On est tous équipés en série de meilleurs, et pourtant non. Pourtant non, le jeu est déchu, déconsidéré. Pour enfants, et pour des raisons que vous comprendrez, vu qu'il n'y a pas d'outil d'apprentissage meilleur, pour l'enfant, jouer et apprendre sont des synonymes. L'enfant ne peut absolument pas distinguer les deux notions. Et pour cause, on ne peut pas les distinguer pour plein d'autres raisons que la neurobiologie explique également et dont je vous parlerai tout à l'heure. Il faut juste qu'on imagine ce qui se passe dans le cœur et la tête d'un enfant auquel un matin, une personne de référence primaire, donc en général les parents, hein, dit « Ah ben, il va falloir que tu arrêtes de jouer pour te mettre à apprendre. Ah !» Alors c'est un peu comme si je te demandais de respirer sans prendre d'air. Alors je vois ton rire. Bah oui, je sais ce qu'il veut dire. Je t'en remercie d'ailleurs. Mais simplement, ce que tu es en train de penser de moi, qui te fait cette demande ridicule, eh ben, aucun enfant ne le pense d'un adulte. Et ça c'est terrible. Aucun enfant ne remet en question l'adulte. Aucun enfant ne met en doute l'adulte. Aucun enfant ne pense que c'est l'adulte qui a un problème. Ils ne sont pas programmés pour ça. Dès qu'il se retrouve dans une situation telle que celle-ci, l'enfant automatiquement pense que celui qui a un problème, c'est lui. C'est lui qui a un problème. Et ça, c'est une blessure. Parce que ça veut dire, bah, t'as un problème, ma grande. Autrement dit, bah, tel que tu es, ça va pas. Il va falloir que tu changes, il va falloir que tu sépares ces deux notions que tu n'arrives pas à séparer, hein, et puis il va falloir que tu t'arrêtes de jouer, tu te mettes à apprendre, parce qu'on a séparé les deux choses, hein. Jouer, c'est pas du tout sérieux, tandis qu'apprendre, c'est très très sérieux. Hein. Et si apprendre devient ludique, c'est suspect. Vous avez remarqué ? Et donc c'est une blessure de plus, parce que tel que je viens de le dire, c'est pas très agréable, c'est comme ça que le ressentent nos enfants. C'est une blessure de plus, et c'est d'autant plus une blessure, c'est que nous interrompons le jeu de nos enfants sans jamais hésiter, puisque ben, c'est jamais qu'un jeu d'enfant. Oui, on peut l'interrompre. Ben, pour l'enfant, ça aussi c'est une blessure de plus. Ben oui, parce que les enfants ne savent pas distinguer entre eux et leur jeu, ils sont leur jeu. Hein, c'est ce qui leur confère d'ailleurs cette incroyable liberté qui est la leur. Parce que nous, pour voler, ben, il n'y a plus que nos rêves qui nous en donnent la possibilité. Mais nos enfants, ils volent à chaque fois qu'ils le souhaitent dans leur jeu, et puis ils sont à la fois l'avion, l'air, le steward, les oiseaux, le capitaine, ils sont tout ça à la fois. C'est une très très haute liberté qu'ils ont dans leur jeu. Et donc ils sont leur jeu. Et si j'interromps ton jeu en te disant ben, ton jeu n'a pas d'importance, comme tu es ton jeu, ben, c'est toi qui n'as aucune importance. C'est une blessure de plus. Ça veut encore une fois dire qu'à mes yeux, tu n'as pas la même valeur que d'autres. Ça s'appelle l'agisme. Et c'est une blessure. Et c'est avec cette blessure que nos enfants se promènent. Alors, pendant des années, on nous a dit que nos cerveaux étaient programmés par nos gènes, que notre génétique programmait, décidait, câblait notre cerveau, donc décidait de notre intelligence. Alors ça, c'était très très pratique, puisque ça créait deux catégories, ceux qui sont nés intelligents et ceux qui sont nés idiots. Et on appartenait à l'une ou à l'autre des catégories, et puis on y restait fidèle toute sa vie, puisque qui dit génétique dit gravé dans le marbre. On n'avait pas encore découvert l'épigénétique, donc on pensait que la génétique immuable, on a créé tout un ordre du monde qui repose sur cette idée qu'il y a des gens bêtes et qu'il y a des gens intelligents. Il y en a qui ont des bonnes notes, il y en a qui ont des mauvaises. Ben oui, lui il est intelligent, lui il est bête, t'as vu sa mère, bon voilà. Ben parce qu'il s'avère que
il y a eu une découverte assez récente, mais quand même suffisamment ancienne pour qu'à l'époque, les téléphones portables aient encore des touches. On a découvert que la région du cerveau qui est en charge des mouvements du pouce est considérablement plus développée chez les jeunes de nos jours. Et oui, ça repose sur l'utilisation intensive du SMS. Et donc, bien sûr, un Britannique, vous avez toujours remarqué que c'est des scientifiques britanniques qui découvrent les choses? Ça va vous frapper à partir de maintenant. Et donc un scientifique britannique a analysé ces données et a dit, mais bon sang de bonsoir, si le cerveau s'est développé selon l'usage qu'on en a fait, mais c'est qu'il n'est pas programmé génétiquement, mais qu'il est susceptible d'évoluer selon l'usage, un peu à la manière d'un muscle. Donc le cerveau serait un organe comme les autres, qui se développe selon l'usage qu'on en fait. Oh, voilà qui remettait bien des choses en question, et bien des choses à plat. Alors ayant remarqué que c'était le cas, que le cerveau tel un muscle s'était développé là où on l'avait sollicité, il y a des gens, alors à l'époque les neurobiologistes et les pédagogues travaillaient ensemble, et là ils se sont dit, d'ailleurs il y a eu un reportage récemment là-dessus, bon ben alors on va travailler dans ce sens-là, puisque le cerveau est comme un muscle, on va faire un programme de musculation pour le cerveau, musculation cérébrale, et on aura tous des gros cerveaux. Donc ils ont développé de la stimulation précoce, certains d'entre vous ont dû passer par là ou la pratiquer, donc c'est 5 langues à l'école maternelle, sudoku au petit déjeuner, du chinois dans le ventre de la maman par l'intermédiaire de haut-parleurs. Vous riez mais ça a tout été fait, hein, avec des résultats assez spectaculaires, puisque nul, aucun résultat. Au grand désespoir de ceux qui avaient développé ces programmes de musculation cérébrale, puisque ça marche tellement bien pour les SMS, pourquoi ça ne marche pas du tout pour l'apprentissage des mathématiques? Il manquait un élément de la découverte que certains d'entre vous connaissent déjà, mais le voilà. Il s'avère que notre cerveau, certes, se développe là où nous l'utilisons, mais uniquement lorsque nous l'utilisons avec enthousiasme. Et voilà la clé des choses, voilà la notion du 21e siècle. Et là aussi, c'est encore extraordinaire que la science nous apporte la preuve d'une chose, mais qu'on savait tous que l'enthousiasme nous donne des ailes, nous rend capables de tout. Nous savions tous qu'en état d'enthousiasme, nous sommes à proprement parler géniaux. Ça, on le savait. Mais maintenant, la neurobiologie nous montre ce qui se passe. Au bout de longs filaments, sont sécrétés des cocktails de neurotransmetteurs neuroplastiques qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. C'est le mot de la neurobiologie, de l'engrais. L'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. D'ailleurs, nos enfants, les petits, éprouvent une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Et qui vit avec des enfants où on observe, et chacun d'entre vous est dans cette position, aura remarqué qu'un enfant s'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Et ce, pour tout. Pourquoi pour tout? Parce qu'ils ne connaissent pas de hiérarchie entre les métiers et entre les matières. Si je te demande de mettre tricot et mathématiques sur un pied d'égalité, je ne suis pas sûr que tu sois d'accord, mais c'est comme ça que nos enfants le voient. Et ils n'ont pas de raison de s'enthousiasmer davantage pour le métier de l'astronaute que pour le métier du laveur de carreaux. Et comme ils n'ont pas de raison de s'enthousiasmer pour l'un plus que pour l'autre, ils s'enthousiasment pour l'un et pour l'autre de la même manière. Et c'est pour ça que nos enfants vivent une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. C'est intéressant parce que ça veut dire que non seulement on est tous venus au monde équipés de l'engrais cérébral, du meilleur outil d'apprentissage qui soit, de notre désir de l'utiliser, d'une portion d'engrais cérébral portable, mais en plus que le cerveau de nos enfants baigne littéralement du matin au soir dans un bain d'engrais cérébral portable. Voilà quand même une belle manière de commencer sa vie. Et donc voilà, une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes dans le cerveau d'un enfant. Et vous voulez probablement savoir ce que les mêmes statistiques disent sur la fréquence à laquelle un adulte, sous nos latitudes, éprouve la même quantité d'enthousiasme qu'un enfant de 2 à 3 ans éprouve toutes les 2 à 3 minutes. Vous voulez vraiment le savoir? Alors c'est 2 à 3 fois par an. En moyenne mondiale, Oui, alors toi, quand je te vois, j'ai l'impression que tu exploses littéralement la moyenne. Donc, on va dire que tu t'enthousiasmes 9 fois par an. Je sais pas si tu sais ce que ça signifie. Ça signifie que tu as piqué la part de 2 autres, statistiquement. Donc 2 autres qui, pendant que toi tu t'enthousiasmes 9 fois par an, ne peuvent pas s'enthousiasmer du tout. Ça explique beaucoup des problèmes de ce monde. C'est toute ta faute. Ceci dit, je tiens à te rassurer, mais pas vraiment parce que je vois que tu n'es pas inquiète, mais c'est surtout nous tous que je voudrais rassurer. L'enthousiasme est la seule ressource inépuisable sur Terre. Plus on en fait usage, plus il y en a.
retenir une information que si elle a activé nos centres émotionnels. Sinon, nous l'oublions dans la foulée. Si une chose ne nous touche pas, elle entre par une oreille, elle sort par l'autre. Ce qui explique d'ailleurs que la plupart d'entre nous a oublié 80% des choses qu'il avait apprises ou dû apprendre et que tout le monde trouve ça normal. Et les 20% qui restent, c'est toujours et sans exception les choses qui, pour une raison ou une autre, vous avez touché, vous avez ému. Ça veut dire qu'il y a dans chaque enfant un génie potentiel qui n'attend qu'une chose, et comprenez bien le mot génie, hein. Il y a de la génialité dans chaque enfant qui n'attend qu'une chose, c'est son enthousiasme éteinatif. C'est comme la méditation, on n'est pas en train de vouloir atteindre un état, on est juste en train de débarrasser des scories pour retrouver cet état. Il y a un génie dans chaque enfant qui attend son enthousiasme, mais comme il y a un génie dans chaque enfant, il y a un génie en chacun d'entre nous qui n'attend qu'une chose, c'est notre enthousiasme. Seulement voilà, pour nous enthousiasmer avec la même véracité, avec la même authenticité, avec la même force qu'un enfant de 2 à 3 ans, il va falloir que nous nous débarrassions de pas mal de choses. Par exemple, des susnommées hiérarchies entre les métiers et les matières, parce que sinon, si ça se trouve, ce qui t'enthousiasme toi, et qui te rendrait génial, si ça se trouve, c'est pas reconnu par la société. Alors du coup, tu oses même pas te l'avouer à toi-même que ce qui te rendrait génial t'enthousiasme, et du coup tu y renonces au profit de ce que la société a reconnu comme étant digne. Peut-être pas d'enthousiasme, du moins d'intérêt. Et ça c'est un gros problème, parce que ça nous prive de notre génialité. Alors si on arrivait à se débarrasser de toutes ces hiérarchies, on pourrait peut-être retrouver notre capacité à l'enthousiasme. Il faudrait aussi qu'on se débarrasse de notre ironie face à l'enfance. Je ne sais pas si vous voyez précisément de laquelle je veux parler. Là aussi, je vais faire rapide, mais notre ironie face à l'enfance. J'avais 23 ans quand j'ai rencontré l'homme qui allait devenir l'homme de ma vie, qui allait devenir mon maître luthier. On ne le savait pas encore, ni lui ni moi à cette époque-là. J'avais 23 ans et il m'a accueilli avec une phrase qui n'est pas... on pourrait lui consacrer l'atelier tout à l'heure, mais il m'a dit « Je peux tout te montrer, mais je ne peux rien t'apprendre ». C'est un excellent résumé de beaucoup de choses, mais après m'avoir dit ça, il m'a donné 2 planchettes d'épicéa, le bois de lutherie, qui est extrêmement précieux parce qu'il a été non pas scié mais fendu. Il a séché 40 ans au soleil. Au gramme, ça vaut le prix de l'or. Hein, bref, il me donne 2 planchettes. Et au moment où il m'a donné ces 2 planchettes, il ne m'a pas dit « Oh, tu sais ce que c'est hein? Tu sais ce que c'est quoi? Tu sais ce que c'est? C'est du bois, oui, c'est bien de savoir ce que c'est, toi. Toi aussi, tu savais que c'est du bois, hein, dis-moi. Et toi, est-ce que tu peux me dire d'où vient le bois? Hein, il vient d'où le bois? Il vient de l'arbre, oui, c'est bien. Toi aussi, tu savais que le bois vient de l'arbre. Oh, et toi aussi, tu savais que le bois... Est-ce que tu peux me dire où l'arbre habite? Il habite dans la forêt, avec les autres arbres, voilà. Oh, c'est bien, tu le savais. Toi aussi, tu savais que l'arbre habite dans la forêt. Oh, et toi aussi, tu savais que l'arbre habite dans la forêt. Oh, c'est bien que vous... Alors, dans ce cas-là, si vous le savez tous, j'ai une bonne idée. On va aller tous ensemble dans la forêt enchantée. Hein, on va trouver un arbre magique. Et avec l'arbre magique, on va faire une super guitare. D'accord, vous venez tous? Hein? Voilà, il m'aurait parlé comme ça, j'avais 23 ans, et ben j'aurais cru qu'il me prend pour un débile. Seulement, j'ai une question à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que nos enfants seraient-ils censés supporter quelque chose que pour nous, nous ne supportons pas? Parce que c'est mignon? Qui a dit que c'est mignon, là? Non, parce qu'il y en a plein qui vont te dire que c'est mignon. Alors, il y en a qui vont te dire, surtout, on lui facilite l'accès à la langue, hein, parce que c'est compliqué, la langue, donc, du coup, alors, loin de lui faciliter, on le lui complique extrêmement, puisque c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes sons. Il peut pas savoir que... tu sais pas où elle est, la sucette du petit? Il peut pas savoir que ça veut dire la même chose, donc ça double la quantité de travail, hein, donc déjà, c'est pas... Mais surtout, ceux qui prétendent que c'est mignon, c'est pas mignon du tout. Parce que il s'avère que la pire souffrance pour nous autres, les humains, c'est quand on nous exclut du groupe auquel nous avons envie d'appartenir. Si je t'arrache un ongle, ça va te faire super mal. Si je t'exclus d'un groupe auquel tu as envie d'appartenir, ça va te faire encore plus mal. On voit les mêmes réseaux neuronaux s'enflammer, mais beaucoup plus fortement. Hein, donc le groupe auquel les enfants ont envie d'appartenir, c'est nous. Ils ont envie d'être comme nous, avec nous.
Et quand on leur parle comme ça, alors qu'ils ont très bien vu qu'entre nous, nous ne parlons pas comme ça, eh bien on leur donne le signal tout simple, que tu fais pas encore partie des gens qui méritent que je leur parle normalement. Je voudrais nous rappeler une chose. Nous voulons tous, des enfants qui un jour seront des adultes heureux. Nous voulons tous qu'un jour nos enfants soient des adultes heureux. Et nous le voulons tellement que nous en oublions une chose capitale. C'est de vivre sous leurs yeux aujourd'hui ce que sont des adultes heureux. Parce que nous le voulions ou non, nous sommes pour les enfants de ce monde, les nôtres et ceux des autres, nous sommes pour les enfants de ce monde des modèles, des exemples. Nous voyons en eux notre passé, l'enfant que nous avons été ou que nous aurions pu être. Ils voient en nous leur futur, l'adulte qu'ils seront un jour. C'est une invitation à n'être jamais assez prudent dans le choix de ce que nous vivons devant les yeux ouverts de nos enfants. Parce que je vous rappelle qu'ils deviennent comme nous les voyons. C'est à la fois une chance ou une catastrophe. Ils deviennent aussi comme ils nous voient. Nous sommes des exemples pour les enfants de ce monde. Vous savez ce que c'est un exemple? Pour résumer et pour finir, à mes yeux, pour moi, l'exemple, c'est mon papa. Pour moi, mon exemple, c'est mon papa. Mais j'ai pas du tout envie d'être mon papa. Non, mais il est tellement lui qu'il me donne envie d'être autant moi que lui et lui. Et c'est comme ça que les enfants regardent les personnes qui les inspirent, et les personnes qui les inspirent, c'est nous. Si je vous raconte toutes ces histoires banales, c'est parce que quand on raconte ces histoires banales, il s'avère que c'est une invitation faite à chacun, chacune d'entre vous, de traverser le miroir et de venir de ce côté du miroir où nous cessons avec la notion de censure envers l'enfant. Nous venons du côté du miroir de la confiance en l'enfant, donc en nous-mêmes. Et chaque seconde que nous passons de ce côté du miroir est une bénédiction pour l'enfant, est une bénédiction pour l'enfance. Et vous l'aurez remarqué, ce n'est pas une méthode, c'est une attitude, cette attitude que j'appelle l'écologie de l'enfance. C'est une attitude, il n'y a pas de bon endroit, il n'y a pas d'endroit qui est particulièrement propice à cette attitude. C'est venir du côté du miroir où l'on fait confiance à l'enfant. Et c'était mon invitation ce soir. Venez, je vous remercie d'être venus parfois de ce côté du miroir en souhaitant que vous ayez envie peut-être, parmi vous certains, de rester un peu plus longtemps de ce côté du miroir. Car il n'y aura pas de paix sur terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. Je vous souhaite beaucoup de confiance et beaucoup d'enthousiasme.